Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Coin des Femmes. Pour les uns, il faut goûter avant de vouloir engager une femme chez soi. Pour d'autres, il faut suivre les différentes étapes qui vont conduire à un mariage heureux. Et votre avis à vous? On recueille l'avis également de nos invités sur ce plateau tout juste après ceci. De retour sur ce plateau pour la bonne information, pour votre plaisir, je reçois pour vous Monsieur Didier Niaounou. Bonjour Monsieur Didier. Bonjour Madame Clémence. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. Un plaisir partagé. D'accord. Et un habitué de ce plateau qui n'est plus à présenter, je veux parler de Monsieur Guy Kokovi Nikwele. Bonjour Monsieur Guy. Bonjour Madame Clémence. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je vais recueillir l'avis de mes invités l'un après l'autre. Pour vous, Monsieur Guy, est-ce que vous êtes pour vivre ensemble avant de vouloir légaliser votre union? Merci pour la question. D'abord, je tiens à préciser que cette problématique, elle est très sensible du point de vue du contexte social dans lequel les unions se présentent. Et pour revenir sur votre question, je pense qu'on doit fondamentalement faire appel aux différentes notions qui participent, n'est-ce pas, à la définition d'abord de ces concepts-là. Alors, bien évidemment, quand on parle de couple, vous l'avez bien dit, de couple ou bien de mariage, c'est de couple. Voilà, quand on parle de couple, en réalité, dans une perspective, je dirais, juridique, cette notion, elle est quasiment absente dans le vocabulaire juridique, d'accord? Quand on regarde un peu toute la législation togolaise ou bien en France, le concept, la notion de couple est quasiment absente, d'accord? Le législateur a voulu plutôt parler de mariage, mariage qui veut simplement dire union entre hommes et femmes. D'accord? Union entre hommes et femmes. Alors, union entre hommes et femmes voudrait pas dire que vous êtes mariés. D'accord? Ça voudrait pas dire que vous êtes mariés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des situations qui amènent des gens à se retrouver dans ce qu'on appelle des situations de fait. C'est-à-dire des gens qui se sont vus, après, ils ont décidé de vivre ensemble, de partager un certain nombre, je ne sais pas, de projets conjugaux, etc. Et à la suite de leur aventure, il y a eu des naissances, il y a eu des enfants, sans toutefois se présenter devant l'officier d'état civil qui est le maire. Donc ces gens-là se retrouvent dans une situation de fait. Donc ce sont des couples non mariés, d'accord? Mais du point de vue de la loi, un couple marié, c'est quand vous êtes présenté devant un officier d'état civil avec toutes les cérémonies, tout le rituel de solennité où vous serez appelé à réciter un certain nombre de choses, à répondre à un certain nombre de conditions. Maintenant, le cœur même du sujet, faut-il avoir des relations intimes, n'est-ce pas? Vivre ensemble avec quelqu'un. Vivre ensemble avec quelqu'un avant le mariage. Je crois que vivre ensemble voudrait dire que vous êtes contraint à une communauté de vie. Et cette communauté de vie a des implications juridiques. Ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre d'obligations réciproquement entre hommes et femmes que vous êtes censés, n'est-ce pas, d'accomplir. Donc, dire qu'on est dans une situation de fait, n'est-ce pas, et ne pas vivre ensemble, ça pose fondamentalement problème. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, la communauté de vie, en réalité, c'est deux choses. Il y a d'abord le côté charnel et le côté matériel. L'exception peut-être pour des raisons professionnelles où madame n'est pas, de par ses obligations professionnelles, elle n'est pas obligée de vivre ensemble avec toi. Je crois que je vais vous couper la parole, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à Monsieur Didier
pour qu'il donne son nom. Je reviens avec vous parce que vous n'avez pas encore répondu à ma question. Vous m'avez tenu en haleine, je reviens. Monsieur Didier, dites-moi alors, est-ce que vous êtes d'accord de vivre avec votre conjoint avant de légaliser votre union? Merci, Madame Clémence, pour cette question pertinente. Elle est d'actualité, je pense, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons dans la société, aussi bien celle dans laquelle nous sommes et ailleurs, partout ailleurs, c'est cette conception de vouloir rapidement être ensemble avec cette personne que j'aime, ou oui, cette personne que j'adore, cette personne qui me fait penser, cette personne qui est toujours dans mes rêves, etc. Et vivre avec cette personne avant ou partager, comme monsieur le juriste disait tout à l'heure, des sentiments, une promiscuité avec la personne avant de se marier, je pense que la réponse tout droit est non. Maintenant, pourquoi non? C'est ça le truc qu'il faut maintenant chercher. Pourquoi je dis non? Il était en train de faire un développement qui est très intéressant dans ce sens où il était en train de nous montrer à partir de la loi que l'union à deux nécessite des obligations les uns envers les autres. La question que je me pose, est-ce que ces deux personnes qui sont ensemble avant d'aller au mariage, est-ce qu'ils connaissent entre-temps ces obligations? Je ne pense pas. Justement, on va lui relancer la parole pour qu'on ait dit les deux personnes qui se mettent ensemble. Que peut-être, est-ce qu'ils connaissent vraiment quelles sont les obligations du mariage en se mettant ensemble? Vous étiez en plein développement quand j'ai rebalancé la question à monsieur. Exactement. Bon, je crois que la communauté de vie, hein, même si on est en face d'un couple, d'accord, qui est dans une situation de fait, et un couple qui a légitimé, n'est-ce pas, qui a légalisé son union, la communauté de vie devient une obligation. Une obligation, pourquoi? Parce que le projet qui sous-tend, n'est-ce pas, la démarche des intéressés en réalité, c'est la fondation d'une famille. Vous voyez? Donc, du point de vue de la loi, il n'y a pas, comment dirais-je, une disposition qui empêche fondamentalement les couples à se mettre ensemble. Parce que quand vous prenez par exemple le code togolais des personnes et de la famille, et notamment la loi de 2014 qui a été récemment modifiée, le législateur n'a pas véritablement apporté des éléments sur la question, notamment sur la communauté de vie des gens qui se retrouveraient dans une situation de fait. Il n'y a pas comment dirais-je, un véritable développement à la matière. Parce que comme je viens de le dire, du point de vue de la loi, on ne les considère pas comme des gens qui sont mariés. Maintenant, une situation de vie, une situation de fait, en réalité, c'est ce que la doctrine qualifie de petit mariage. De petit mariage qui a aussi ses implications juridiques. Donc, la communauté de vie devient une obligation de fait, si je peux le dire ainsi, parce que étant, il n'avait pas, n'est-ce pas, cette onction de l'officier d'état civil, bien évidemment, comme c'est un petit mariage, ils sont forcément à être ensemble. Ok. Voilà. Donc ça, c'est du côté de la loi. Exactement. Personnellement, laissez votre casquette de juriste. Non, j'ai pas dit que c'est la loi qui l'a prévu. C'est-à-dire, je fais ce qu'on appelle une présomption. C'est-à-dire, je pars sur un fait. Oui, mais je vous demande votre avis personnel à vous. Mon avis personnel sur la question. Bon, d'abord, le choix d'une communauté de vie, ça relève, n'est-ce pas, d'une décision personnelle. Ça relève de notre liberté, qui est un droit fondamental. Donc, je ne vois pas qu'il y a un obstacle, ou bien qu'il peut avoir un empêchement, ou bien une contrainte. Tout dépend au fait des orientations, des objectifs et de la vision qu'on veut avoir. Donc pour moi, vivre dans une communauté et après revenir pour légaliser une union, je ne pense pas que ça pose un problème. Pour vous. Ouais. Je reviens vers monsieur Didier. Vous développez en tout temps que vous êtes catégoriquement contre le fait de vouloir vivre ensemble avant le mariage. Maintenant, pourquoi
êtes-vous totalement contraire? D'accord, merci beaucoup pour cette question qui me permet de pouvoir développer les arguments de cette position. Alors, quand vous parlez de mariage, il faut vraiment qu'on puisse se questionner sur l'essence de ce mot mariage. Et bien évidemment, quand on parle de mariage, vous allez me permettre de pouvoir citer notre Créateur, parce que nous ne sortons pas du néant, même s'il y a certaines personnes qui le pensent. Je ne suis pas d'avis. Je donne mon avis sur le plateau. Donc, mon avis, c'est que je suis un produit pur d'un Créateur qui réside dans les cieux. N'est-ce pas? Et quand je lis Genèse 2, je vois comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Et je vois comment est-ce que, de par la côte de l'homme, la femme, n'est-ce pas, a été créée. Et juste après, vous allez voir ce que Dieu fait. Dieu dit à l'homme qui est en train de remarquer maintenant que, cette fois-ci, elle est chair de ma chair. Vous voyez? Ça, elle est os de mes os. Ça veut dire beaucoup de choses. La suite, c'est quand Dieu maintenant dit à l'homme, c'est pourquoi tu seras obligé de quitter ton père et ta mère pour t'attacher maintenant à ta femme. Ça me dit beaucoup de choses. De là, nous partons, de la part, autant pour moi, cette notion de mariage. Le fait de quitter ses parents et d'aller s'attacher à qui? À cette future femme ou bien à ce conjoint futur. Ça, c'est la notion de mariage sur le plan, si je peux dire, biblique. Vous allez voir que jusque-là, il n'y a pas une recommandation qui dit allez-y et faites tout ce que vous voulez en attendant. Ça a été clair. Maintenant, quand je reviens à la société d'aujourd'hui, pour bien contextualiser le débat, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent, vous savez, d'où cette notion de, on peut y aller en entendant, hein, c'est des superstitions qui sont venues du fait que, par exemple, je pense que pour moi le mariage, dès que je pars voir mes parents et que l'autre aussi, ses parents sont d'accord et qu'on se rassemble ensemble et qu'on fait la dot auprès des parents, ça suffit déjà. Ça aussi, il y a cette conception. On peut vivre ensemble. L'autre, c'est que je dois aller devant l'homme de la loi pour que l'homme de la loi puisse également, sur le point légal, voilà, légaliser notre union. Et sous ce volet, premièrement, sur le premier volet, nous sommes protégés par les parents. Nous allons expliquer mieux quand nous serons en train de faire les autres développements. Et sur le point de la loi également, nous serons protégés. Le juriste est bien placé pour nous faire voir toutes les obligations possibles qui encadrent cette pratique-là. Et après maintenant, puisque je reconnais que c'est un Dieu, n'est-ce pas, qui m'a créé et que cette institution, elle est biblique, elle est fondée, c'est une institution divine, je me dis, allons voir l'auteur, n'est-ce pas, de cette institution pour juste une bénédiction. Et juste après ça, on peut rester ensemble pour jouir, comme on le dit vraiment, des fruits de ce mariage. Tout ceci serait compréhensible lorsque nous essayons de parler des dangers ou bien des inconvénients qui peuvent survenir lorsque ce processus, ma foi, n'est pas respecté ou bien n'est pas concrètement respecté. D'accord, on en reste là. Je me tourne vers M. Gué. Dites-moi alors, M. Gué, par le passé, on a constaté que, franchement, les conjoints, même ceux qu'on ne connaissait pas, ce sont les parents qui choisissaient la femme ou bien l'homme à qui leurs enfants doivent s'unir. Ils leur mettent ensemble le mariage duré. C'est pas moi qui le dis, c'est un constat en général, tout le monde le sait. Maintenant où nous-mêmes, on contrôle nos sentiments, on se dit, on se met ensemble pour mieux s'étudier, on constate qu'après un an, même un an c'est tout, 3 mois, 6 mois, la relation bascule. On va dans une autre relation et c'est un cercle infernal qui ne cesse de se reproduire. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Bon, je crois que toute la complexité au fait les questions est en réalité ou bien reflète, n'est-ce pas, la complexité aussi de la vie sociale. Ouais. Donc, pourquoi à l'époque où il n'y avait pas, n'est-ce pas, une implication directe des intéressés et que les parents prenaient l'initiative, n'est-ce pas, de poser certains préalables avant que les intéressés même ne se retrouvent, que ces mariages durent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon,
Je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est, comment dirais, le développement à outrance de ce qu'on appelle un droit libéralisme. Le droit libéralisme, c'est ce droit qui confère à l'individu, n'est-ce pas, le monopole de toutes ses actions. C'est-à-dire l'individu dispose pleinement, n'est-ce pas, de ses initiatives, de pouvoir poser un certain nombre d'actes du moment où il a la majorité civile. Ça voudrait dire que du moment où vous avez la majorité civile, aucun parent ne pourra pas s'immiscer, n'est-ce pas, dans le choix, dans votre vie privée. Vous voyez? Donc, ce droit a eu une influence positive comme négative. Le côté négatif de la chose, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue, ça je parle étant africain, du point de vue du contexte africain, il y a une déviation, il y a des dérives comportementales aujourd'hui qu'on est en train de voir en réalité. Donc, ça voudrait dire que quoi? L'individu dit, bon, je suis libre de faire ce que moi je veux. En réalité, c'est ça. Donc, le droit, en réalité, est lié au fait ce que l'amour a lié et le droit délie ce que l'amour a délié. Donc, en réalité, si les individus décide de choisir X comme son conjoint ou bien comme Y comme sa conjointe, ça voudrait dire que ça relève d'abord du monopole de son initiative de pouvoir décider. Maintenant, après, si ça ne marche pas, il faut chercher à voir s'il y a eu des préalables. S'il y a eu des préalables, s'il y a eu ce que moi j'appellerais comment dirais-je, une auto-évaluation d'abord de ta propre personne. Est-ce que tu es prêt à cheminer avec telle personne? Est-ce que la personne que tu souhaites prendre répondre à tes principes et à tes valeurs? Est-ce que de par sa position religieuse, ses convictions religieuses, sa position sociale, est-ce que cette personne répond à tes principes? Voilà les questions qu'on n'arrive pas à poser et n'est-ce pas, au nom d'un principe libéral qui est la liberté. Notre droit à la liberté, c'est un droit fondamental. On se jette, n'est-ce pas, dans ces genres de projets et à la fin, c'est du fiasco. Donc, en réalité, la question de mariage n'est pas un jouet. Donc, il faut l'appréhender dans toutes ses subtilités, dans toutes ses composantes, dans toute sa philosophie, pour mieux cerner, voir l'orientation qu'il faut d'abord. Parce qu'on ne pourra pas tomber, comme on le dit, une rencontre dans un maquis pour dire que, bon, voilà, je t'aime, on va, n'est-ce pas, fonder une famille. C'est toute une étape, c'est toute une démarche, ce sont des préalables qui doivent participer, n'est-ce pas, à l'élaboration des vraies orientations. Attention, pour dire qu'en réalité, bon, telle personne répond fondamentalement à mes convictions religieuses, à mes principes. Voilà. Ok, je vais revenir à Monsieur Didier. Monsieur Didier, dites-moi alors, vous qui êtes contre le fait de vivre ensemble avant la légalisation de l'union, dites-moi comment pouvoir connaître, savoir si le conjoint ou bien le futur mari qu'on a en face de nous est le meilleur si on n'arrive pas à cohabiter ensemble. Voilà. Quelles sont quand même les astuces ou bien les démarches à suivre pour pouvoir connaître mieux son conjoint avant la légalisation? Merci beaucoup pour cette question. Je rends grâce parce que votre plateau nous permet de pouvoir nous aider nous-mêmes d'abord et également aider tous ceux et celles qui peut-être... vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne sont pas contents. Pas du tout. Parce qu'ils se disent que s'ils savaient que le mariage ou bien que le fait de vivre avec la personne, pas même le mariage, le fait de vivre répondant à notre thème, voilà, allait me poser tous ces problèmes-là. Si j'avais su, je n'allais pas m'aventurer. Alors, vous savez, la question que vous venez de poser nous retourne toujours à la personne qui a institué le mariage. Vous avez vu la manière dont ça s'est passé avec Adam et Ève. Adam, à un moment donné, Dieu a senti que Adam avait besoin de quelque chose. Parce que, entre-temps, Dieu lui avait donné un exercice à faire. Les animaux devaient passer 2 à 2, il devait les nommer. Et lorsqu'il faisait cet exercice, il s'est rendu compte, mais pourquoi moi je suis alors seul? C'est un besoin. Comme il a dit. Il parlait tout à l'heure de majorité civile. Voilà, civile. J'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire,
du point de vue légal, il faut quand même aussi avoir une certaine maturité. Et le code, même la loi, même prévoit un certain âge requis pour entrer dans... Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que même le législateur a pensé à cela. Exactement. Le législateur sait que à un certain âge, on ne saura jamais parler de sentiments, on ne saura jamais parler de je veux être avec quelqu'un, on ne saura jamais juger d'une manière vraiment potable, n'est-ce pas, ces sentiments. Raison pour laquelle il a prévu, n'est-ce pas, des codes pour réglementer cela. Mais non, si tel est le cas, si premièrement je ne suis pas dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste patienter. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au cas où je remplis ce critère, je suis éligible à ce critère d'âge, maintenant je retourne chez qui? Oui, chez la personne qui a institué le mariage. Il voit le besoin. Maintenant, quand il voit le besoin, j'éprouve concrètement mon besoin à Dieu. Parce que, vous savez, la vie, elle est... Vous avez dit quelque chose au début, ça m'a fait un peu rire. J'étais en train de dire que, comment savoir si elle est le vrai, ou bien si elle est la vraie personne, en fait, et que je dois épouser. Oui, nous devons comprendre que c'est des côtes d'Adam qu'elle va être créée. Ça voudrait dire quoi? Nous lisons des fois les écrits comme si c'était en fait des... Comment le dirais-je? C'est des... Toto tiré, maman, comment on le dit là? Les livres de lecture. Non, attention. Ça voudrait dire qu'il y a forcément quelqu'un qui répondrait mieux aux besoins de ce monsieur. Je ne sais pas si on est ensemble. Parce que c'est de ta côte, c'est de sa côte qu'elle a été comment? C'est pourquoi vous allez voir que les parents, vous avez dit qu'il y avait des couples avant, ils vivaient ensemble longtemps, il n'y avait pas de divorce. Pourquoi? Parce qu'ils s'accommodaient mieux, ils se comprenaient, ils vivaient comme si c'était des jouets en fait. Voilà, c'est ça en fait. Donc tu sens en fait en la personne ta présence. Et la personne sent en toi également sa présence. C'est une étape très fondamentale. Maintenant, revenant aux étapes, moi j'aimerais juste proposer 4. La première, vous savez, la base d'un bon mariage, c'est premièrement la camaraderie. La camaraderie suppose qu'on se voit à l'école, on étudie ensemble, on essaie de faire les travaux, les DSC, les devoirs sur table, les exercices, on peut se les partager. Rien de quoi? De sentiment. Et vous allez voir que plus vous allez vous approcher à l'école, plus vous allez... À un moment donné, si la personne ne vient pas à l'école, c'était comme si on vous a arraché quelque chose. Un manque. Un manque. Et de la camaraderie, vous allez rentrer maintenant dans ce que moi j'appelle l'amitié. Et l'amitié, je l'ai définie toujours à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible répond à tout. Jésus-Christ lui-même, quand il était venu, il a tellement travaillé avec les disciples. À un moment donné, il a dit à ses disciples que, chers amis, chers disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Ou bien je ne vous appelle plus serviteurs de tel, mais je vous appelle des amis. Car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais l'ami sait tout de son maître. Pourquoi Jésus? Cette définition de l'amitié, elle est profonde. En amitié, lorsque, après la camaraderie, nous sommes ensemble, nous disons que cette personne-là, elle sera une très bonne amie pour moi. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je ne peux rien cacher à cette personne. C'est là aussi des raisons pour lesquelles des gens disent que pour mieux connaître cette personne, il faut que j'aille. Parce que la personne dit que c'est tellement, autant pour moi, c'est tellement qu'elle voudrait cacher des choses. Et ça ne me permettra pas de bien connaître la personne. Mais quand je serai là-bas, je pourrai bien connaître la personne. Alors que c'est faux. Vous ne restez pas 24 heures sur 24 ensemble. Il va sortir, il va revenir. Tout ce qu'il est parti faire avant de revenir, tu ne sais pas. L'amitié suppose que vous ne vous cachez rien. Tel que ça se présente, je te le dis. Tel que ça se présente chez toi, tu me le dis. Après cela, on se fréquente. C'est là où la notion des parents intervient et c'est très important. C'est là où tu es obligé d'aller voir qu'est-ce qui se passe en fait dans le milieu de cette personne. Oui, le sentiment commence déjà par devenir sérieux. Et qu'est-ce qui se passe dans ton milieu? Je veux savoir. Elle aussi va, puisque le sentiment est là, elle aussi va commencer par dire, mais ce monsieur-là, sa famille c'est comment? Et vous allez voir. Je vous dis, le mariage, il faut respecter ces étapes-là pour avoir la vie sauve. Je vous assure. Après, je vous donne juste un exemple. Un problème peut arriver. Vous allez retourner à la maison pour dire par exemple que c'était bon. Il vous dit, il ne connaît même pas la personne. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça?
Il y a des circonstances de deuil qui arrivent dans les familles. Venez voir comment ça se gère. Venez voir des gens qui n'ont même pas régularisé les cas. Ici, au Togo, on a fait retourner des gens pour aller doter la femme avant de revenir pour la cérémonie. Voilà. Pour des cérémonies. Pourquoi? Donc ça voudrait dire que ces étapes-là sont très importantes. Pour finir, quand on dit qu'on se marie, ce n'est pas entre les deux. Hein. Oublions ça. Ce n'est pas seulement madame et monsieur. Non, ça fait 4 familles. Ça fait 4 familles. À moins que tu n'as pas une famille, même si ton papa n'est pas là, c'est qu'il y a quelqu'un qui représente la famille paternelle. Vous voyez. Et après l'amitié, après la connaissance du milieu de l'être aimé, etc., maintenant, la famille aussi est d'accord. Et c'est ça la bénédiction de la famille. Et je reviens maintenant par rapport à l'autre question que vous avez posée. La Bible répond à tout. Hein. Je ne veux juste pas trop monopoliser la parole. Mais pour vous dire, même dans la Bible, à un moment donné, les gens ont envoyé leurs serviteurs sur l'inspiration de Dieu pour aller trouver la vraie femme. Vous connaissez très bien l'exemple. Et quand Élie est revenu avec la bonne femme. Vous voyez, donc moi, j'aimerais juste, je dis tout ceci pour nous faire comprendre qu'en fait, comme il l'avait si bien dit, n'entre pas dans le mariage qu'il veut. Vous voyez, c'est parce que vous avez placé la notion de mariage dans ce débat que nous sommes obligés de pouvoir traiter le débat à travers ou bien à la lumière de la genèse ou bien de l'essence du mariage. Si c'était que vous n'aviez rien dit de mariage, je pense qu'on serait en train de juste dialoguer tout autour des aspects de qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon, tout ça. Donc voilà en fait les choses que moi je considère qui sont très importantes, pour lesquelles j'avais dit plus haut que ce n'est pas du tout intéressant d'aller sans pour autant n'est-ce pas respecter ces petites étapes-là. Ok, monsieur. Ok, je ne sais pas si vous êtes dit avec monsieur Didier. Sinon, vos apports à vous, votre opinion à vous. Et maintenant, dites-nous quel avantage se présente-t-il quand on vit ensemble avant de vouloir légaliser le mariage? Je crois que M. Didier a eu n'est-ce pas, tout le privilège de mieux cerner, tout le contour, n'est-ce pas, du sujet. Alors, peut-être, je suis d'accord avec lui sur toute la ligne de son développement. C'est vrai que, du point de vue de la loi, vous savez bien évidemment que le législateur a prévu ce qu'on appelle une dot. Ça voudrait dire que vous devez forcément avoir la bénédiction des parents avant, n'est-ce pas, de venir se présenter devant l'officier d'état civil qui est le maire. Donc, cette étape, je crois qu'elle est cruciale, elle est incontournable. Incontournable parce que les deux partenaires, en réalité, sont issus de différentes familles. D'accord. Et en Afrique, pas forcément en Afrique, même chez les Occidentaux, les deux familles ou bien les deux parents doivent forcément connaître, n'est-ce pas, leur gendre ou bien leur belle-fille. C'est fondamentalement, d'accord. Donc pourquoi? Parce que ce mariage en réalité dépasse le cadre bilatéral qui s'opère entre les deux intéressés. C'est d'abord, en Afrique, comme on le dit, une histoire de deux communautés, je dirais une histoire de deux préfectures, une histoire de deux régions. Parfois, c'est une histoire de deux pays, si je me retrouve avec une béninoise. Vous voyez? Donc, dans cette dynamique, il faut forcément impliquer un certain nombre d'acteurs. Il faut forcément respecter, observer un certain nombre de principes élémentaires. Sinon, c'est ce qu'on est en train d'assister, comme il a su bien, dans certaines situations où peut-être que la dame a des soucis, vous connaissez même pas ses parents. Vous voyez, donc, c'est quand même, ça frise de l'indignation, on se pose la question, comment est-ce que vous êtes attendu pour arriver jusqu'à ce stade-là? Donc, c'est très compliqué. Alors, votre seconde question, vous m'interpellez sur... Quels sont les avantages qui se présentent de vouloir vivre ensemble sans passer par des étapes-là, avant de vouloir légaliser votre vie? Bon, les avantages, je crois qu'il y a deux avantages qui se présentent. Le premier avantage, c'est d'abord faire la connaissance des parents. On fait la connaissance des parents, c'est-à-dire connaître, n'est-ce pas, les membres, n'est-ce pas, de ton
futur époux, bien de ta future époux. C'est très important de pouvoir connaître les parents. Alors, le second avantage aussi, c'est que vous prenez votre temps pour se connaître parce que, et ma future épouse, comment dirais-je, inspire un certain nombre de valeurs. Et tu connais, n'est-ce pas, ses convictions religieuses, tu connais ses principes, tu connais ce qu'elle n'aime pas. Et ensemble, vous faites la conjugaison de tous ces éléments-là pour dire, et enfin, que cette personne répond à mes convictions, répond à mes objectifs, répond à mes critères. Parce qu'il y a par exemple des gens qui diront que bon, moi je souhaiterais prendre par exemple une femme qui a tel profil. Et eux-mêmes, ils définissent, n'est-ce pas, les profils sur lesquels ils se basent pour pouvoir choisir, par exemple, une femme ou bien un homme. Donc, ça se passe, ça se passe. Donc, cet exercice, en réalité, doit forcément refléter aussi, comment dirais-je, votre vision de l'extérieur sur la chose. C'est-à-dire, en tenant compte du milieu social dans lequel la femme vient, ces convictions religieuses qui est très importante aussi en Afrique, et parce que, vous savez, les parents, même si la société donne l'impression qu'il y a une sorte de démission des parents, je peux quand même vous dire que les parents sont très regardants. Alors, vous prenez par exemple une fille, moi ça m'arrive parfois de se rappeler un peu quand nous étions encore petits, où il y a carrément, les parents ils ont une position tranchée sur certaines questions. Quand vous leur dites que bon voilà, ça, ils vous disent clairement que ils n'accepteraient pas que leur garçon bien leur fille se marie, n'est-ce pas, à tel homme issu de telle région. Donc ce sont en fait des considérations qui sont subjectives, mais ça joue. Ça joue, parce que quand vous prenez la décision de les défier, de défier leur autorité, la conséquence est qu'à un moment donné, vous n'avez pas leur bénédiction. Et à Lomé, il y a des mariages comme ça qui sont célébrés même devant l'officier d'état civil sans avoir la bénédiction des parents. Il y a des gens qui s'arrangent avec leurs amis, leurs collègues du service, qui font la dot. Et le jour même du mariage, les parents ne sont même pas invités. Les parents même ne sont même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de leur garçon ou bien dans la vie de leur fille. Donc, ce sont des situations qui se passent. Regardez aussi, il y a l'autre facteur qui influe négativement sur les relations intimes, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Moi, j'ai écouté sur Facebook, il y a des gens qui se marient au travers de ce canal. C'est-à-dire, ils cherchent les hommes. Sur Facebook, après le gars il débarque ici et puis le mariage est célébré. Ah oui. Donc, en réalité, ce sont des situations que toute personne sérieuse doit se poser beaucoup de questions sur l'avenir de notre société. Parce que l'élément déclencheur de la réussite d'un homme, c'est la cellule familiale. Et du moment où cet élément est brisé, ça voudrait dire que ça influe sur l'individu, ça influe sur, n'est-ce pas, toute sa carrière, ça influe négativement aussi sur, n'est-ce pas, l'image du pays. Parce que tout compte fait, vous allez pouvoir traîner avec toutes les séquelles durant votre vie. Et ça se voit dans nos relations avec les autres, quoi. Okay. La session c'est moi, on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. Dans le temps sur ce plateau, on ne peut parler d'avantages sans invoquer leurs inconvénients. Dites-moi alors, monsieur Didier, quels sont les inconvénients qui se présentent d'une union avant le mariage? Ou bien le fait qu'un couple vive ensemble avant le mariage? D'accord, merci pour cette question. Le fait qu'un couple, ou bien que deux personnes vivent ensemble
avant le mariage, les inconvénients. Les inconvénients. L'exercice auquel vous nous soumettez vraiment, c'est un exercice qui est profond. Il nous faut vraiment du temps pour débattre vraiment de tout cela. Mais nous allons essayer quand même de... Malheureusement, le temps nous est imparti, donc on va essayer de résumer. Peut-être on peut faire un autre. Ok, d'accord. Je vais essayer alors de me résumer. Justement. Alors, si je reprends en fait les étapes que je venais de citer, nous disions tantôt qu'il était très important de pouvoir avoir l'avis des parents, avoir la bénédiction des parents avant d'aller. Ça veut dire qu'à chaque étape, il y a des inconvénients. Si je ne fais pas cela. Alors, si je ne fais pas cela, qu'est-ce qui peut arriver? Nous avons connu des familles, excusez-moi, on connaît des familles ici au Togo où, je le disais tantôt dans l'introduction, ils disaient que non, c'était bon, on pouvait vivre ensemble, il n'y a aucun souci, hein, on peut y aller, en tout cas c'est nous deux ou rien, quoi. Et juste après, il y a eu un problème, je crois, de décès dans la famille. Qui va se présenter? Et tu te présentes en tant que qui? Or, peut-être dans cette famille, vous savez qu'il y a des répartitions de sommes, des fois aussi, il y a de charges. Voilà, de charges, voilà. Il y a des charges. Quand ça arrive comme ça, tout le monde essaie d'écarquiller les gros yeux. Et c'est dans ces genres de situations qu'on attend, en fait, les messieurs, souvent c'est nous, hein, les messieurs, qu'on attaque. Ah, tu étais là, la dame était venue, tu vois, monsieur responsable, pourquoi tu as occupé une dame sans pour autant venir nous connaître? Et là, tu vas commencer par régulariser ça d'abord. Il faut prier pour que les parents de la fille se réveillent bien le jour-là. Sinon, tu risques de repartir. Des fois, on garde la fille en même temps et c'est fini. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société et dans la loi. Maintenant, au niveau de la loi, le juriste est là. Il va bien peut-être étoffer cela. Il y a des gens aujourd'hui, mais vous savez, un problème peut survenir. Peut-être que le monsieur a plusieurs biens. Et un beau jour, on ne sait pas, quelque chose s'est passé et le monsieur est décédé. Tu viendras te plaindre chez qui? C'est comme on dit, c'est comme les gens disent Moïse a vu quand il n'est pas là. Mais c'est que Moïse, le Seigneur lui a donné une autre gloire qui dépassait même. Ça c'est une parenthèse. C'est pour dire, tu ne viendras même, tu n'as même pas la possibilité de réclamer, même si c'est la montre là de ton mari. Parce que légalement, personne ne te connaît. Et s'il faut aller à l'encontre de tous ces principes, c'est que ta vie est en danger. Puisque la famille sera là pour dire que voilà, tout ça là c'est à nous. C'est notre enfant. Alors, nous prenons tout ça. Si tu ne sais même pas faire l'enfant que tu as mis au monde pour le monsieur là, parce que l'enfant porte le nom du monsieur. C'est des choses qu'il faut vraiment, c'est-à-dire, ne prenons pas ces genres de choses à la légère. La loi, comme il avait dit, protège l'institution du mariage. Et enfin, ça, c'est sur le plan biblique, maintenant, Dieu. Vous savez, c'est toujours bon de venir après dire merci au Seigneur de m'avoir aidé à trouver ma côte. Bénis-nous. Il y a plein de bénédictions qui viennent après. C'est en fait un mariage qui est agréé par Dieu. Vous allez voir que le Seigneur Jésus sera toujours l'hôte invisible de votre mariage. Il sera toujours l'auditeur silencieux à chaque conversation, sans que vous ne le sachiez. C'est lui qui viendra prendre votre devant lorsque les problèmes surviendront dans le mariage. Parce que le mariage, comme on le dit, n'est juste pas affaire de relations intimes. Je le dis, les relations intimes, c'est juste quelques secondes. Le reste, c'est la vie à deux. C'est comment gérer les tempéraments. C'est comment gérer les difficultés de l'autre personne. Nous qui sommes dedans, je sais ce que je suis en train de dire en fait. C'est chaque matin savoir peut-être. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dans le mariage. Ce n'est pas seulement les relations, c'était les relations. C'est pourquoi je dis souvent, ce n'est pas en restant avec la personne avant l'institution, mais elle-même, que vous allez vous prétendre, ou bien vous allez prétendre connaître mieux la personne. Non. Non. La personne peut être avec vous, être autre chose, ou bien être quelque chose, mais dehors, autre chose. Et le jour où vous allez porter son nom, vous allez connaître cette personne-là. Parce que du moment où vous portez maintenant son nom, il a quoi?
Il a l'autorité sur vous. En griffe, pas l'autorité de domination, mais il, en fait, puisque vous portez son nom, il a une certaine autorité sur vous. Autant aller doucement. Autant prendre le temps de connaître la personne. Les parents nous aident très mieux. Ils nous aident beaucoup mieux dans cette manière de connaître la personne quand nous arrivons au moment des amitiés où nous nous fréquentons. Les parents sont là pour ça. Alors, je me retourne vers M. Guy. Dites-moi alors, monsieur Guy, quels sont les inconvénients qui se présentent lorsqu'on vit ensemble avant le mariage? Les inconvénients, je crois que, comme M. Didier vient de le dire, les inconvénients sont quasiment nombreux. D'accord? Moi, je ferai un résumé succinct. D'abord, sur le volet juridique. Alors, et un couple de fait avec qui, d'accord, vous avez eu un certain nombre de choses à faire, vous avez eu des enfants. Alors, du point de vue de la loi, on ne vous reconnaît pas comme des personnes légalement mariées. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il y a en réalité des conséquences juridiques importantes sur la notion de mariage légal. C'est-à-dire que la dame qui s'est retrouvée avec M. Devron, l'officier d'état civil qui est le maire, ça c'est un exemple, hein. Le jour où le monsieur décède, vous faites partie de ses ayants droit, en réalité. D'accord? Donc, le transfert, c'est-à-dire la vocation successorale, se fait directement. C'est automatique. D'accord? Vous êtes considéré comme ses ayants droit. OK? Alors, si ce processus n'a pas pu aboutir, ça voudrait dire que, mais du point de vue de la loi, on vous connaît pas. On vous reconnaît pas. Peut-être que dans la société, oui, comme je viens de le dire, c'est une situation de fait. Les gens savent dans le quartier que c'est madame de monsieur X, quoi. Les gens savent ça. Les gens reconnaissent très bien. Alors, l'autre côté aussi, c'est que il y a quelque sorte, ce que je qualifierais de l'opprobre social en réalité. C'est-à-dire que dans une telle aventure, et si le processus échoue, ça voudrait dire que la société vous regarde. Je ne sais pas, si, comme M. Didier vient de le dire, si vous n'avez pas la bénédiction des parents, ça voudrait dire que, je ne sais pas, quel est le retour que vous avez envers la société. Et puis, je tiens à ce que je puisse apporter certaines précisions qui, je dirais, sont très importantes. Le fait de doter sa femme ne voudrait pas dire qu'on a une union légale. Non. Il faudrait que les gens comprennent ça. D'accord? Ça reste après tout un mariage coutumier, si on peut se permettre ainsi. Alors, le fait même d'aller se présenter devant le prêtre ou bien le pasteur ne légalise pas votre union. C'est pourquoi même d'ailleurs qu'il y a tellement de jurisprudence à la matière, hein, que ce soit en France ou bien au Togo. La pratique, c'est qu'il faille d'abord aller devant l'officier d'état civil pour avoir sa bénédiction, qui est le représentant de l'autorité de l'État, avant de se représenter devant le prêtre ou bien le pasteur. C'est ça, en fait, la logique. Maintenant, si vous faites le contraire, prétendant que vous êtes dans une union, ça vous dit que vous êtes dans ce que la doctrine appelle le petit mariage, en réalité, qui n'a pas des implications juridiques assez importante devant la loi. Donc c'est très important aujourd'hui parce que les garçons ont cette tendance, n'est-ce pas, de simuler ces genres d'initiatives, n'est-ce pas, pour dribbler les femmes, hein, soit disant que bon voilà, maintenant pour aller légaliser, on court de gauche à droite pour distraire la fille, soit disant non, qu'on est en train de faire un projet, mais la conséquence quand vous partez un jour, c'est que bon, et puis il y a beaucoup de choses aussi. Que, comme on le dit, l'article 93 du Code des personnes de la famille dit que personne ne pourra pas réclamer les effets du mariage s'il ne présente pas l'acte de mariage. Donc c'est fondamental. J'ai une question maintenant. S'il y a un enfant hors mariage, est-ce que la loi reconnaît l'enfant? Oui, la loi reconnaît les enfants hors mariage, ce qu'on appelle les enfants, que ce soit les enfants adultériens, les enfants qui sont issus d'une union libre. La loi reconnaît les enfants qui sont nés hors mariage. Et que, bon, c'est-à-dire que la vocation successorale, elle est automatique. Si vous faites un enfant avec monsieur X,
que vous n'êtes pas marié du point de vue de la loi, le jour où le monsieur décède, la loi ne vous considère pas, mais la loi prendra en compte, n'est-ce pas, tous les privilèges, tous les droits de cet enfant. Donc, la vocation successorale, elle est automatique, ça s'établit automatiquement, même si sa maman n'est pas légalement mariée avec le monsieur de fond. D'accord. Une dernière question, au cas où vous voulez mieux connaître votre partenaire et les parents disent, là où tu vas là, ils ne sont pas bons. Et toi tu dis, c'est là où mon cœur y est. Entre les deux, comment pouvez-vous trouver le juste milieu, ou bien vous allez opter pour ce que vos parents disent, ou bien vous allez suivre votre. Moi je dis, il n'est pas question de convaincre ses parents. En matière de mariage, on ne convainc pas les parents à accepter ce que vous ressentez. Il faut clairement exposer votre préoccupation, d'accord? Maintenant, si on regarde tout ce que vous avancez, les parents disent qu'ils sont réticents ou bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ce choix, il faut se questionner. Il faut poser des questions pour voir leur motivation. Si les motivations, quand vous évaluez, n'est-ce pas, et leur motivation, si ça peut avoir des conséquences graves sur votre vie professionnelle, sur votre vie religieuse, eh bien, ça voudrait dire que quelque part, il faut commencer à se retrouver les manches au trou. C'est vrai, comme on le dit, on est dans une société où il y a tellement de principes qui font que l'individu a un certain nombre de privilèges. Par exemple, le droit, la liberté, c'est un droit fondamental. Tu peux pas négocier, tu peux décider de ce que tu veux. Maintenant, dans la configuration africaine, quand les parents disent que, attention, nous ne sommes pas dans ton projet, ça voudrait dire qu'il faut commencer à connaître leur motivation. En fait, tout est dedans, en fait. C'est-à-dire que quand vous cherchez à comprendre leur motivation, vous savez, l'Afrique, c'est vrai que nous l'appréhendons du point de vue du modernisme, mais il y a tellement de complexité qu'il faut interroger l'histoire. Peut-être ils ont leur motivation. Ces motivations peuvent être d'ordre historique, parce qu'entre-temps, il y a eu des histoires. Ils savent beaucoup de choses. Et moi, je ne pense pas qu'un parent sérieux va vouloir plonger son enfant dans un abîme. Non. Plutôt, il faut connaître ses motivations, leurs motivations, voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les alternatives possibles. Et peut-être aussi, dans nos familles, nous avons des sages qui ont le monopole d'apprécier toutes ces situations. Et ces sages peuvent d'ordre religieux, d'ordre je ne sais pas. Donc il y a ces genres de personnes qui interviennent dans notre vie, qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider à faire le bon choix. Parce que la finalité en réalité, c'est votre réussite sociale. Parce que si vous échouez, comme je viens de le dire, ça voudrait dire que c'est toute votre carrière, c'est toute votre vie. Je repose la même question à M. Dizier. M. Dizier, entre-temps, vous aviez dit, après la camaraderie, l'amitié, il y a la fréquentation. Au niveau de la fréquentation, il faut impliquer les parents, aller connaître les parents. Maintenant, dans le but de connaître les parents de votre conjoint, les parents ne sont pas d'accord avec vous pour vous épousiez votre fille, que ce soit du côté du fiancé ou bien de la fiancée. Maintenant, arrivé à ce stade, s'il y a un blocage au niveau des parents, comment résoudre? On rend grâce à Dieu. Si vous êtes au niveau des fréquentations et que votre père ou votre mère vous dit c'est comme il y a quelque chose, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce que certainement que le Seigneur veut que vous puissiez appréhender quelque chose, comme il a dit. Dans cette notion de mariage, il faut être suffisamment humble. Et il faut être suffisamment... il faut... Je sais pas comment... Non, pas avisé, mais il faut être aux aguets. Il faut être très aux aguets. Surtout quand vous voulez que le processus soit conduit par la personne qui vous a créé. Il faut être vraiment patient. Il faut écouter beaucoup. Mais il faut faire la part des choses. C'est ça. 1 Thessaloniciens 5, dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul, à l'église de Thessalonique, a dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est ce que Paul a dit à l'église. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas faire, l'ennemi aussi, parce que c'est une institution divine, l'ennemi aussi peut passer, même pas des fois des propres parents, pour vous empêcher de rentrer
Dans votre destinée. Dans votre destinée. Oui. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes. Ça peut arriver aussi. De la même manière que l'autre côté également peut arriver. Mais tout ce que nous savons, eu égard, ou bien à la lumière de la parole, c'est que nos parents, si par la grâce de Dieu, ils ont la crainte du Seigneur, s'ils fléchissent les genoux, ce que Dieu dira aux parents, si le parent vient me le dire, parce que je fléchis aussi les genoux, je serai d'accord. Je ne sais pas si vous avez compris. Exactement. S'il arrivait que je ne comprenais pas, puisque le papa dit que j'ai invoqué mon Dieu, son Dieu c'est mon Dieu, je pourrais aussi aller invoquer ce même Dieu pour que ce Dieu puisse vraiment me convaincre de ce que le parent, le papa ou bien la maman est en train de dire. Donc, s'il y a de ces soucis qui arrivent, ne perdez jamais espoir. Jamais espoir. Mais ayez la patience de retourner à genoux. Comme il a dit, ayez la patience de retourner à genoux. Si, dans votre patience, ayez vraiment l'oreille attentive pour écouter la voix de Dieu. Le Seigneur, il sait comment contourner les choses, il sait comment retracer les chemins. Moi, je suis convaincu et je le dis encore, si vous ne savez pas aussi des fois, analyser les choses et retenir ce qui est bon. Vous serez en train de dire que, oh, ça c'est mon père, c'est mon père. En tout cas, c'est papa qui viendra rester dans le mariage. Hein. C'est vous qui allez rester dans le mariage. Il faut extrêmement faire attention. Puisque des fois, dans notre culture aussi, il y a de ces parents qui ont beaucoup plus de préférence à ce qui saute à l'œil. Peut-être parce que le monsieur aujourd'hui n'a rien à faire. Peut-être parce que le monsieur n'est pas encore embauché. Peut-être que parce que le monsieur est en train de végéter quelque part. Le parent ne le voit pas encore apte pour être en fréquentation avec sa fille. Vous voyez déjà ça. Or, l'avenir de ce monsieur, peut-être, c'est juste après la seconde qui vient. Parce que c'est Dieu qui trace l'avenir. Mais si le parent est déjà dans cette dimension, et si toi, tu veux forcément, écoutez cette voix-là et dire non, ce n'est pas vrai. Vous-même imaginez ce que ça sera. Donc, à cette étape, bas la terre. On a vu des enfants qui ont insulté leurs parents à cette étape. Non, on n'insulte jamais ses parents. Le parent a toujours raison. Il a toujours raison. Oh. Sauf que, si toi tu vois la chose d'une autre manière, et si tu es chrétien, va consulter ton Dieu. Et progressivement demande à Dieu même de venir déjà changer les choses. Parce que lui, c'est ce qui est bon pour toi. En fait, c'est ça. C'est pourquoi, quand vous avez posé la question, je suis toujours retourné la parole pour qu'on puisse vraiment voir que nous dépendons exclusivement de Dieu dans cette notion de mariage. J'aimerais également faire voir cet exemple-là qui a été cité dans la parole de Dieu par les évangélistes. Dans l'histoire de Jésus-Christ, Jésus, à un moment donné, il devait aller en Samarie, mais il devait passer par la Galilée. Il est arrivé au bord d'un puits. Il y avait une femme qui était venue puiser de l'eau. La femme est entrée en discussion avec donne-moi de l'eau à boire. Et la femme a commencé par faire comme si quoi. Jésus lui a dit, mais si tu savais la personne qui te demandait à donner de l'eau à boire, c'est toi qui devais donner. Va me chercher ton mari. Va appeler ton mari. Qu'est-ce que la dame a dit? Elle a dit qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu en as eu. Même celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Ça voudrait dire quoi? Juste pour dire que Dieu, il connaît ça. Il connaît ça. Il connaît la personne avec qui tu es. Et vous savez, des fois, nous n'arrivons pas à pouvoir voir le vrai parce que nous entretenons trop le faux. Si vous entretenez trop le faux, le vrai ne sera jamais vrai pour vous. Parce que vous entretenez le faux. Essayons beaucoup de prier. Cette question que vous avez posée, elle est très importante. Ne négligeons jamais, ne bafouons jamais ce que les parents disent, comme M. le juriste a dit. Mais allez doucement, la patience. Et vous allez voir que le temps vous donnera toujours raison. Ok, M. Guy, donnez votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Mon mot de fin, c'est quand même pour remercier d'abord votre direction qui fait de son mieux pour que nous puissions venir livrer nos analyses, nos commentaires sur ces divers sujets.
Alors, la question de mariage, je crois que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire. D'accord? Alors, il y a des étapes, que ce soit du point de vue du droit, du point de vue religieux, du point de vue africain, il y a des étapes auxquelles on doit forcément respecter. Respecter pourquoi? Parce que tout notre équilibre, ça se repose là-bas. Je dirais même notre réussite sociale, ça se repose sur ces différentes étapes. Alors, ne pas être sous l'influence, n'est-ce pas, de ce modernisme qui est un piège même d'ailleurs. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, comme le monsieur Didier vient de le dire, c'est vrai que ça a créé une situation dans laquelle on entretient le faux à la place du vrai. Donc, beaucoup de discernement, beaucoup de retenue avec un recul et puis on analyse progressivement pour voir le choix que je suis en train de faire. Est-ce que ça répond à mes convictions? Ça répond à mes objectifs, à mes orientations? Vous voyez, donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments mis dans un panier qui nous permettront, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, de réussir sur cet aspect. Et il faut pas se dire que nous nous érigeons pas en donneurs de leçons. Nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train d'apporter des critiques devant des situations et il appartient aux uns aux autres, n'est-ce pas, de pouvoir tirer leur épingle du jeu en tenant compte, n'est-ce pas, de ces attentes sociales, économiques, religieuses. Voilà ce que moi je dirais. Merci, monsieur Guy. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame Clémence. Je pense que je vous remercie également pour ma part, pour l'invitation. Et je veux prendre là où il a chuté. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. C'est sur la base des expériences et sur la base du vécu quotidien que nous sommes venus faire ces analyses. L'autre chose que je pourrais dire à nos amis qui nous suivent, c'est encore citer peut-être un passage de la Bible. Vous savez, c'est vraiment triste. Jésus ne voit pas les choses comme nous les voyons. Ouais. Je me rappelle toujours de l'histoire de cette dame qui a été surprise en flagrant délit, adultère. Tout le monde l'amenait, crucifié en main, jetant des pierres. Les disciples étaient à côté, ils voulaient que Jésus puisse vraiment se prononcer sur le cas. La Bible nous dit que Jésus a commencé par écrire par terre. Jusqu'à ce que Jésus, et il leur a dit, celui qui est parmi vous, quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il puisse se jeter lui-même. Il a commencé encore par écrire. Et quand il s'est relevé plutôt, ils sont tous partis. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Je ne t'accuse plus, non. Je ne t'accuse pas, non. Va et ne pêche plus. Ceci pour dire en fait, pour toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés dans des situations comme ça et qui pensent que c'est fini pour eux. Rien n'est fini. La Bible a dit, nos temps d'ignorance là, Dieu sait comment les transformer en des temps de grâce. Je les considère comme des temps d'ignorance. Mais relevez-vous. Oui, il faut qu'on se relève. Il faut forcément discuter avec le monsieur. Parler. S'il faut aller voir les parents, allez-y. Toujours en prière, vous allez voir que Dieu lui-même va devancer les choses. Et je vous assure que le lendemain sera plus meilleur que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Parce que du point de vue des parents, vous serez OK. Voilà, une bénédiction. Du point de vue légal, vous serez vraiment fiers de vous. On peut vous appeler Madame Tel, Monsieur Tel, vous serez propre. Et du point de vue de Dieu, Dieu sera toujours là. Donc moi, je vous dis, chère famille ou cher couple qui est dans cette situation, ne dites jamais que c'est fini. Jésus n'entend pas ça. Jusqu'à la dernière seconde, Jésus offre toujours sa grâce. Venez et puis recevez de cette grâce-là et puis il va lui-même vous aider à faciliter les choses. Donc, n'oubliez jamais l'histoire de cette femme-là, adultère, qui a été accusée finalement. Elle n'a même plus vu ce qui est accusé. Jésus, il va au-delà de ça. Nos sentiments, Jésus les connaît. Et il sait comment nous aider à les transformer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Didier. C'est sur les mots de fin de nos invités que nous fermons l'émission du jour. Nous ne sommes pas là en donnant de leçons. Nous sommes là, on a donné nos opinions à chacun de tirer le vin comme bon le semble et de le boire. Un petit coucou à monsieur Ekwe Kudjodi que je remercie beaucoup, qui ne cesse de faire des merveilles pour vous diffuser de belles émissions que vous regardez, que vous appréciez. Et retrouvez-nous la semaine prochaine sur un autre débat
sans tabou, avec d'autres invités, avec une histoire qui va vous tenir en haleine. Donc d'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Bye. Purchase your tracks today.